Bonjour Francette Popino, Bonjour. vous êtes la porte-parole et co-secrétaire générale du SNU IPP FSU, le premier syndicat d'enseignants du primaire. Alors ce mardi 12, 130 000 élèves ont repris le chemin d'école sur l'ensemble du territoire. Alors avez-vous des retours sur les difficultés qu'ont pu rencontrer les enseignants, la manière dont ils ont pu dispenser leurs cours, leurs moyens? Quels sont les premiers retours que vous avez eus? Alors, on a eu des retours, oui, en effet, ces deux jours, hein, le jour de pré-rentrée et le jour de rentrée, ils sont évidemment à géométrie variable, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de difficultés qui nous ont été remontées. On a au moins 15% d'écoles qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes aujourd'hui, parce que hier, elles se sont rendues compte que le protocole n'était pas totalement appliqué. Alors, ça prend des formes différentes, hein, c'est que les allées et venues sont mal matérialisées, que le marquage au sol n'a pas été fait correctement, que la désinfection des écoles n'a pas pu se faire ou ne pourra pas se faire de manière régulière, comme indiqué sur le protocole. On a vu aussi que les produits de désinfection n'étaient pas ceux attendus. On a aussi des absences de savon. Pour quelques-uns, on a des masques, mais pas en nombre suffisant, donc on s'attend à des difficultés dans les jours à venir, hein, puisque les masques distribués évidemment vont couvrir à peu près une semaine pour certains. Donc tout ça fait question. On voit aussi que certaines mairies se sont un peu précipitées également, hein, c'est-à-dire qu'elles ont cru être prêtes et effectivement au pied, au pied de la rentrée, on a vu que ce n'était pas le cas. Et puis voilà, en gros, à peu près des difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui. En revanche, on a aussi, comme toujours, on retrouve chez les enseignants ce profil d'agents de la fonction publique, hein, qui sont en première ligne aujourd'hui et qui sont venus la peur au ventre, hein, on le sait, mais qui ont fait en sorte que tout se passe bien, que leurs élèves vivent le moins mal possible cette journée très particulière parce qu'on ne retrouve en rien l'école qu'on a quittée. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais là aussi, les enseignants ont fait preuve de beaucoup d'inventivité, ont essayé de mettre en place des jeux, y compris avec des petites pochettes individuelles. Ils ont permis aux enfants d'avoir aussi chacun un petit coin pour peindre, un petit coin pour jouer. Enfin, beaucoup de choses ont été mises en place pour que les enfants souffrent le moins possible de cette situation. Alors, ce qui est incertain, c'est comment les enfants ont réellement vécu cette journée. Et là aussi, on a une appréciation différente selon l'école maternelle et selon l'école élémentaire. Beaucoup plus difficile en maternelle, les enfants ont du mal à rester à leur place, c'est bien évident. La récréation, c'est vraiment difficile parce qu'il faut leur rappeler sans arrêt qu'on doit rester à distance des copains, c'est quand même contre nature. Et puis, c'est vraiment, bon, le lavage des mains, c'est un petit peu pénible quand même. On a l'impression de passer la journée quand même un peu au lavabo. Donc, tout ça fait qu'on ne sait pas quel est le réel ressenti des enfants. Et pour l'école élémentaire, c'est sans doute un peu plus facile, ils sont plus grands, ils savent à peu près rester à leur place, donc ça a été un peu plus facile, mais encore dans l'école élémentaire, on a aussi les CP pour lesquels c'était quand même pas très facile d'être assis au même endroit, de ne pas trop bouger, etc. Donc on va voir, là on est vraiment qu'au tout début de l'histoire, on va avancer pas à pas. On a ce soir des enseignants qui sont partagés entre une grande fatigue nerveuse parce que la journée n'était pas facile et à la fois une joie d'avoir retrouvé quand même pour partie, leurs élèves. Alors, avez-vous des chiffres sur le nombre d'écoles qui n'ont pas ouvert sur le territoire et pourquoi? Oui, alors contrairement aux chiffres annoncés par notre ministre, hein, nous avons nous fait une enquête. Hein, nous avons aujourd'hui un retour de 20% d'écoles. Je pense que le ministre n'en a pas beaucoup plus. Et nous avons sur ce retour 70% d'écoles. Donc on peut tabler sur 70% d'écoles qui ont repris aujourd'hui. Tout simplement parce que certaines n'étaient pas prêtes pour la reprise. D'autres ont fait le choix que nous avions invité à faire, hein, de prendre son temps, de préparer les choses bien comme il faut pour pouvoir reprendre tranquillement la semaine prochaine. Certaines vont reprendre dès jeudi, mais beaucoup vont reprendre surtout la semaine prochaine et on a des reprises jusque début juin.
Alors, le ministère de l'Éducation nationale a publié la semaine dernière une série de recommandations pour accompagner les enseignants dans la réouverture des écoles. Ce texte souligne notamment l'importance à accorder à la parole des enfants. Alors, comment ressentez-vous ces fiches comment les avez-vous ressenties Est-ce que vous les avez ressenties comme une interdiction à toute forme de critique sur cette réorganisation? Alors d'une manière générale, moi j'ai envie de dire qu'on nous fiche la paix. Parce que lors de la continuité, fameuse continuité pédagogique, hein, où le ministre s'est vanté d'être prêt, au final on a vu quoi? On a vu des enseignants qui n'étaient ni formés, qui n'avaient ni matériel, ni qui ont pu trouver la ressource dans l'institution. On a mené une enquête avec l'Institut Harris qui nous dit que 2 enseignants sur 3 n'ont pas pu prendre appui sur des outils institutionnels, donc ils se sont débrouillés par eux-mêmes. Je crois que là, c'est pareil, le ministre fanfaronne partout pour dire qu'on est prêt, que c'est juste une question de bonne volonté, que c'est le bon sens qui l'emporte, que sais-je, des paroles magiques, des incantations, et au final, les enseignants sont seuls et se débrouillent. Alors, qu'on les laisse se débrouiller, ils le font particulièrement bien, ils l'ont prouvé à tout moment, ils savent que c'est ça leur professionnalisme, c'est ça leur professionnalité, c'est effectivement d'adapter leurs gestes professionnels aux situations qu'ils rencontrent. Donc là, ils sont dans une situation qui est difficile pour eux, parce que nous, quand on est dans une école, on a vraiment une grande vigilance sur la sécurité et la santé des enfants. C'est ce qui nous importe énormément. Le matin, les parents nous confient un enfant et on a envie que le soir, évidemment, ils le retrouvent en très bonne santé, voire un peu plus joyeux. Mais donc, nous, on est très sensibles à ça. Aujourd'hui, on nous demande de faire un numéro de force, finalement, d'accueillir les enfants sans être certain qu'ils vont rester en bonne santé. C'est quelque chose qui est très douloureux pour les enseignants, alors qu'on les laisse faire du mieux qu'ils peuvent pour tenir ce numéro un petit peu en tension entre à la fois faire ressembler l'école à ce qu'elle était, à ce qu'elle doit être, cette école socialisante où on apprend ensemble, où on rit ensemble, où on chante ensemble, et aussi cette école où on est en sécurité. Et il faut qu'ils arrivent à trouver cet équilibre-là, alors qu'on leur fiche la paix, qu'on leur laisse le temps de trouver. Donc, stop les documents de 60 pages à lire pour nous dire de faire du français et des maths, comme si on était obligé de nous le dire, comme si on pensait que parce que on a eu la période de confinement, on a oublié d'en faire. On a prouvé l'inverse. Qu'on cesse des injonctions qui n'ont ni queue ni tête. On voit bien que la DGESCO a envoyé des documents nous disant qu'il faut vraiment à tout prix jouer et manipuler, alors que les jeux sont par ailleurs interdits dans le protocole. Donc c'est très très compliqué. Donc il faut au contraire, plutôt que de créer des tensions supplémentaires, il faut au contraire faire confiance aux enseignants. Et quand effectivement sur EduScol on voit qu'il faut libérer la parole, mais attention, il faudrait finalement pas dire de mal de la gestion de la crise. D'une part, il faut faire confiance à la neutralité des enseignants qui savent très bien là aussi se tenir dans les classes, mais on n'empêchera pas la parole citoyenne des enseignants quand ils seront en dehors de leur classe, et ils auront aussi beaucoup à dire sur la gestion de cette crise. Je crois que les personnels soignants ont beaucoup à dire, mais nous aurons, nous aussi à notre tour, beaucoup à dire sur le service public d'éducation, sur ses fragilités et sur ce dont il aurait eu besoin en cette période aussi. Par exemple, là, pour libérer la parole, nous aurions besoin de davantage de psychologues scolaires, de davantage d'infirmières pour nous accompagner aussi sur les gestes barrières pour les enfants qui auraient été victimes de maltraitance ou auraient été mal nourris. Nous avons besoin des enseignants spécialisés à nos côtés pour aider les enfants les plus fragiles. Nous avons besoin de tout cela. C'est tout ça dont il va falloir parler pour organiser la rentrée. Mais là, qu'on fiche la paix aux enseignants, qu'on observe ce qui se passe. On sait pouvoir compter sur eux dans cette période difficile, à condition qu'on ne les malmène pas, qu'on leur fasse confiance et qu'on les laisse tranquilles. Alors, très bien, pour essayer de finir sur une autre note, la crise sanitaire a-t-elle apporté des points positifs dans l'éducation nationale? Est-ce que cette crise a réussi tout de même à apporter quelque chose de positif? Alors, oui et non. Oui, elle a apporté des choses positives parce que, et on le voit là encore dans les sondages qu'on a pu mener, dans la relation, dans le collectif.
c'est-à-dire cette nécessité de s'appuyer sur les collègues pour effectivement travailler ensemble. Je crois que là, les groupes WhatsApp, les communications virtuelles ont bien fonctionné pour travailler ensemble et s'appuyer les uns sur les autres, collaborer avec chacun la mise en commun des compétences. Ça, c'est quelque chose qui a été très positif. Ce qui l'a été aussi, c'est le lien avec les élèves qui est toujours très fort et qui a quand même survécu à cette période où on était à distance. Et puis, un lien fort aussi qui a été renforcé aussi, c'est le lien avec les familles. Vous savez, on est un métier où on a souvent les contacts qu'on a avec les familles, c'est pas toujours les familles les plus commodes. Alors là, on a pu aussi avoir le contact avec toutes les familles et il y a eu un retour qui était plutôt positif parce que d'abord les familles ont vu le travail qui est un travail invisible que mènent les enseignants et elles voient bien qu'il suffit pas de donner une fiche pour enseigner. Elles voient bien que c'est beaucoup plus compliqué que cela et les familles ont été aussi sensibles à ce lien que les enseignants ont entretenu. Et c'était la moindre des choses. Donc, ça va nous inviter à travailler davantage avec les familles, ce qui est un élément tellement fort dans la construction de l'enfant, dans sa relation à l'école. Donc, c'est important, on a découvert ça. En contrepartie, on nous a dit avoir découvert les inégalités sociales, c'est ce que le ministre met en avant. Je pense qu'il n'a pas dû découvrir toutes les inégalités sociales, je pense, sinon les masques seraient gratuits aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, par exemple. Donc nous, on regrette vraiment, finalement, c'est vrai que les inégalités sociales ont été mises en lumière, c'est vrai que pour les enseignants, vous savez, quand on fait classe, on a, et heureusement, tendance à oublier aussi, parce que les enfants sont tous là et qu'on les traite de même manière, on oublie quelquefois momentanément ce que peuvent vivre certains enfants. Là, la distance nous a permis de toujours s'en souvenir. Donc ça, c'est important pour nous de se dire que ça existe vraiment, même si des fois, cette souffrance-là, on aimerait la mettre de côté. Mais on accorde peu de crédit à la parole ministérielle sur cette question et il ne faudrait pas laisser entendre que la levée du confinement, le fait de se déconfiner, le fait de revenir à l'école, eh bien ma foi c'est fini et il n'y a plus d'inégalité. On est bien loin du compte, donc on va avoir besoin là de construire une école en septembre qui prenne en compte bien sûr ces inégalités sociales qui se transforment en inégalités scolaires. L'école a quelque chose à apporter, mais il faut aussi des politiques publiques autour qui soient fortes. Donc évidemment que les enseignants pèseront pour que cela se fasse, pour que l'école soit aussi quelque chose qui soit pris en compte aussi d'une manière générale par d'autres politiques, mais il faut aussi que l'école puisse apporter sa contribution. C'est pas par hasard si nous demandons davantage d'enseignants spécialisés, des effectifs réduits, s'il faut davantage de moyens pour l'école et surtout s'il faut une formation solide pour les enseignants parce qu'on voit que ce métier est quand même complexe et qu'il faut pouvoir répondre à l'urgence du moment, s'adapter aux besoins et puis s'adapter aussi à une actualité. C'est tout ça ce métier et c'est vrai qu'il faut vraiment être bien formé. Donc voilà, ça c'est les bonnes choses. Les moins bonnes choses, c'est ce que peut en lire le ministre qui nous dit c'est formidable, on a vu maintenant donc qu'on pouvait faire du numérique, alors on pourra faire l'école à moitié à la maison, à moitié en classe, ou peut-être une école de l'élite qui pourra travailler à distance et les pauvres qui pourront venir à l'école. Nous n'avons pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là. Ce serait de toute façon une mauvaise lecture de ce qui s'est produit. Ce qui a été démontré, si on considère l'aspect numérique, c'est que c'est un formidable outil. C'est un formidable outil que nous n'appréhendons que très peu parce que nous y sommes mal formés. Mais il y a plein de choses, on peut en faire plein de choses de cet outil. Il est merveilleux, mais ce n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil. Celui qui conçoit l'apprentissage, c'est celui qui est derrière, c'est l'enseignant. Et celui qui va permettre que l'apprentissage aille jusqu'au bout, quel que soit le plus bel outil qu'il mette en place, c'est la façon dont il va essayer d'atteindre son objectif, en faisant coopérer les enfants, en faisant en sorte qu'il y ait des interactions, en faisant ensemble. Voilà, j'allais le dire, mais c'est bien ça, en faisant ensemble. Et ça, l'outil numérique ne peut pas nous le permettre. Merci beaucoup, Francette Popinot. Et on continuera à suivre évidemment cette reprise de l'école tout au long des prochaines semaines. Merci, à bientôt. À bientôt.